Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça me fait toujours bizarre de reprendre la caméra quand j'ai pas filmé depuis un petit moment. Vous avez eu mon dernier point lecture il y a 2 semaines. Donc entre-temps, j'ai eu le temps de lire plus que ce que je pensais. Enfin, c'est vraiment très variable d'une journée à l'autre. Aucune journée ne se ressemble. Alors, donc du coup, dans ce point lecture, je vais vous parler de choses très différentes. D'un livre qui est sorti récemment, un livre qui est sorti l'année dernière, un livre du Tour du monde en livre, un classique français, un essai, et voilà, ce qui est déjà pas mal. Donc on va commencer, je vais vous le faire dans l'ordre parce que ça sera franchement le plus simple pour moi. Je commence par Cabane d'Abel Quentin, que j'ai rendu déjà à la médiathèque, donc je vous mettrai une petite photo ici. Donc il est sorti en 2024, je l'ai découvert grâce à la chaîne de Séverine, qui est la chaîne Rose Bibli, si je ne me trompe pas, en tout cas je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai découvert ce livre grâce à elle et je l'en remercie de nous avoir présenté ce livre parce que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai des petits bémols, mais en tout cas l'histoire de fond m'intéressait parce qu'en fait dans Cabane, c'est une histoire qui se passe aujourd'hui, mais qui parle d'un rapport qu'on appelle le rapport Meadows. Enfin, il est pas... Comment il l'appelle dans... je crois que je suis en train... Enfin, voilà, dans la vraie vie, le rapport s'appelle le rapport Meadows, mais dans le roman, il a un autre nom, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est pas très grave. Mais c'est un rapport qui a vraiment existé, qui a été créé qui a été écrit dans les années 70, 72, je crois, par trois étudiants du MIT. Ils étaient vraiment étudiants, c'était pas des chercheurs de 50 ans, 60 ans, ils avaient une vingtaine d'années. C'est leur prof qui leur avait commandé cette étude. Et du coup, ils sont partis, enfin c'était une étude sur les limites de la croissance. Parce que les années 70, il y a déjà eu la révolution industrielle, on était déjà sur une bonne lancée du capitalisme et tout ça, de l'après-guerre. Et du coup, voilà, il y avait des modèles économiques qui se mettaient en place, il y avait des études qui étaient faites là-dessus. C'était le tout début aussi de l'informatique. Et du coup, au MIT, ils avaient la plus grosse machine IBM, qui était créée par IBM à l'époque, le plus gros ordinateur de l'époque, qui prenait tout un étage de l'université, donc c'était vraiment un truc immense. Et du coup, c'est grâce à cet ordinateur qu'ils ont pu anticiper, ou en tout cas, grâce à plein de données différentes, pas imaginer, mais prévoir ce que donnerait plusieurs décennies plus tard la suite en fait de ce mouvement-là. Si on restait dans ce capitalisme à outrance, cette industrialisation, voilà. Donc je pense que je vous le décris pas très bien, mais en tout cas, cette étude a vraiment existé. Et du coup, en fait, dans son roman, il change le nom des auteurs, il change le nom du rapport, mais voilà, globalement, on nous dit quand même la même chose. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait parce que moi je connaissais le rapport Meadows, j'en ai déjà entendu parler il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un peu la genèse en fait du GIEC d'aujourd'hui. Ce que le GIEC nous dit aujourd'hui, en fait le rapport Meadows le disait déjà il y a 50 ans, dans les années 70. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, que je connaissais déjà, mais pas forcément dans le détail. Donc du coup je m'étais intéressée à ce roman-là pour ça. Et en fait on nous parle un petit peu de ça, mais franchement, c'est le point de départ, mais c'est pas la globalité du roman. Parce qu'en fait, le roman, il s'intéresse à ces auteurs du rapport. Alors, dans la vraie vie, ils étaient que 3, et dans le roman, ils sont 4. Il y a 2 Américains qui sont mariés, un Norvégien et un Français. Et donc, dans ce roman, Abel Quentin nous montre en fait les conséquences, les répercussions qu'ont eu ce rapport sur ces 4 personnes qui ont écrit ce rapport. Parce qu'en fait, eux, ils étaient étudiants, donc ils ont mené l'expérience, ils ont mené l'étude, ils ont fait les calculs et tout ça, mais ils ne savaient pas où est-ce que ça allait les mener. Et en voyant où ça les menait, même en changeant quelques données par-ci par-là, ils arrivaient toujours au même résultat catastrophique. Et du coup, en fait, eux qui étaient tout jeunes, qui avaient seulement 20 ans, 22 ans, 23 ans, et en fait, ça a une répercussion sur leur vie et ça a changé leur destin parce qu'ils auraient pu faire
des choses très 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 différentes, mais cette découverte les a marqués tous d'une manière différente, et du coup on va les suivre un petit peu chacun leur tour, voilà, découvrir ce qu'ils ont fait de leur vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça c'était vraiment intéressant parce que voilà, ils n'ont pas réagi de la même manière, ils n'ont pas eu voilà, le même parcours professionnel après, et ça j'ai trouvé intéressant. Et en plus de ces 4 personnages, on a aussi un journaliste de maintenant, qui est un petit journaliste qui vivote, voilà, qui essaie de s'ébrouiller. Son patron va lui demander de faire un article pour les 50 ans de la sortie de ce rapport. Lui, il ne connaissait pas du tout, donc il va s'intéresser au rapport, qui va justement le marquer lui aussi, et il va faire une enquête justement sur les 4 auteurs du roman, enfin du rapport. Et pour celui qui est français, c'était assez facile. Pour ceux qui étaient aux États-Unis, c'était plus compliqué parce que le mari était mort et la femme avait plus envie de donner d'interview. Et le mec qui était norvégien, il avait complètement disparu de la circulation depuis des dizaines d'années. Et du coup, c'était très compliqué de retrouver sa trace. Mais du coup, ça va être une enquête comme ça du journaliste pour essayer de retrouver la trace. Et en même temps, ça le marque parce que du coup, il découvre des choses. Donc c'était très intéressant, même si c'était pas exactement ce que je recherchais. Ça m'a plu, ça m'a donné envie. Et du coup, ça m'a aussi fait acheter un livre. J'ai acheté, suite à la lecture de Cabane, Les limites à la croissance dans un monde fini. Donc là, c'est pas l'édition originale qui est sortie en 72. Je ne l'ai pas trouvée. Donc si vous savez où le trouver, n'hésitez pas à me donner le lien. Voilà, ça m'intéresse. Parce que du coup, là, c'est la réédition de 2004, donc 30 ans après. Mais c'est pas... Au début, je pensais que c'était le rapport initial avec des ajouts, avec les constatations de ce qui s'était passé les 30 années suivantes. Mais apparemment, d'après les échos que j'en ai, ce serait une réécriture plutôt du premier et du coup avec des ajouts. Mais voilà, c'est pas le rapport de base. Donc je cherche toujours le rapport de base, mais je vais quand même lire celui-ci. Bon, du coup, c'est pas la fiction, donc ça se lit pas facilement. Mais voilà, il fait à peu près 500 pages, donc je lirai, mais peut-être petit bout par petit bout, quoique, vu que le sujet m'intéresse, je suis capable de l'avaler, je me connais. Donc voilà, donc comme je disais, à la base c'était le rapport Meadows. Alors, c'était du nom des 2 Américains, mais il y avait une 3e personne qui s'appelait Jürgen Randers. Bon, je ne sais pas sa nationalité, mais je chercherai. Et ce rapport avait été commandé par le Club de Rome, qui était un petit peu comme un think tank, enfin quelque chose comme ça, une association vraiment à part, qui parfois demandait des rapports au MIT ou à d'autres universités. Voilà, donc ça, vous le verrez sûrement dans les prochains mois sur ma chaîne, je vous en reparlerai. Donc voilà pour Cabane, j'ai beaucoup aimé et du coup ça m'a fait acheter un autre livre. Parce qu'il faut augmenter ma palle. Donc, du coup, vous aurez dans ce livre, on y parle d'écologie, de changement climatique, de déni du réchauffement climatique, de bouleversement de vie, voilà, de plein de choses différentes. Ensuite, on est parti en vacances. Enfin, avant de partir en vacances, j'ai un petit peu continué celui-ci. Et le lendemain, on partait en vacances et j'avais emmené un livre papier et ma liseuse. Mais je ne savais pas encore ce que j'allais lire parce que, voilà, je vous ai dit que cette année, enfin, pour cet été en tout cas, je veux être plus spontanée dans mes lectures, donc je me laisse libre choix. Donc j'avais emmené ma liseuse sur laquelle j'avais acheté 2 e-books en tout début de mois. Et du coup, je sais que je savais aussi que j'avais des classiques dessus, donc voilà, j'avais aussi des auto-édités qui n'étaient pas des services de presse, que j'avais achetés par ailleurs. Donc j'avais du choix. Et je suis partie sur Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, écrit par Romain Puertolas. Donc c'est un roman que j'ai acheté là pendant l'opération All Stars sur Amazon en e-book. Donc ce livre est sorti en 2024 si je ne me trompe pas. Depuis il en a encore sorti un que j'ai hâte de lire. Donc je savais pas, mais en fait au début quand je l'ai acheté je ne savais pas combien de pages il faisait, quand je l'ai commencé non plus, et en fait il ne faisait que 273 pages, donc ça se lit assez rapidement. Et donc j'avais déjà lu Tout un été sans Facebook du même auteur que j'avais beaucoup aimé. On était à la fois sur de l'humour
et une enquête policière se passait aux États-Unis. Et là, bah, du coup, on est sur deux choses en même temps, en parallèle. On a à la fois l'enquête qui fait sur la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, et à la fois, on a le procès de Romain Puertolas qui aurait tué Xavier Dupont de Ligonnès. Donc ouais, on a ces deux choses qui sont en parallèle, en alternance. Et du coup, c'est assez chouette, même si au début, c'est un petit peu déroutant parce que voilà, je découvrais, je ne savais pas comment est écrit le roman, donc c'était assez bizarre. Mais pour ceux qui connaissent pas le fait divers de Xavier Dupont de Ligonnès, en 2011, si je me trompe pas, en tout cas, il est présumé, enfin, on pense que c'est lui, hein, vu que de toute façon, on l'a pas retrouvé, il n'y a pas eu de procès, donc on imagine qu'il a tué sa femme et ses 4 enfants, qu'il les a enterrés sous la terrasse et il s'est volatilisé. Donc c'est le premier suspect, c'est le seul suspect, je crois. Donc depuis, bah, il est en cavale, on ne l'a jamais retrouvé, même si régulièrement, il y a des gens qui disent l'avoir vu dans tel ou tel endroit, que ce soit en France ou à l'étranger. Et le problème, c'est que même si on nous dit que la police est à sa recherche, et ben en fait, Romain Puertolas, il nous montre que oui, il y a des signalements, mais que la police française n'est pas non plus très active dans sa recherche. Voilà. Il nous montre justement des découvertes que lui il a fait. Il essaye de creuser, mais comme il le fait très longtemps après, et ben, il y a des choses qui ne sont plus exploitables. Mais du coup, il reproche un petit peu aux policiers français de ne pas avoir exploré ces pistes plus tôt, parce qu'ils auraient sûrement pu aller plus loin à chaque fois derrière dans ces pistes-là. Donc il y a ça, et il y a le côté humoristique de Romain Puertolas, qui est franchement, enfin moi, j'adhère totalement à son humour, ça marche à chaque fois avec moi. J'aime beaucoup, franchement c'était très drôle, et la fin c'était une pépite, je m'y attendais pas du tout, donc j'ai adoré la fin. Il y avait quelques petites choses où j'étais un peu déçue parce qu'on allait passer loin, mais en même temps c'est normal, le mec est toujours en cavale, donc de toute façon, tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, on ne saura pas exactement par où il est passé et tout ça, si à chaque endroit c'était lui ou si c'était pas lui. Mais en tout cas, franchement, j'ai trouvé ça très drôle et très intéressant en même temps. Ce livre m'a permis de valider 3 régions françaises dans mon tour de France en livre. J'aurais pu même, je pense, plus, mais franchement, j'ai juste pris les 3 régions où il a passé le plus de temps, que ce soit l'auteur ou Xavier Dupont de Ligonnès. J'aurais pu valider, je pense, d'autres régions en plus, mais j'ai pas voulu colorier toute la France avec un seul roman. Donc je me suis arrêtée à 3. Mais en tout cas, ça avance bien. Même d'ailleurs, avec le roman Cabane, j'aurais pu valider des régions, mais j'ai préféré ne pas le faire parce que c'était vraiment pas l'idée du livre, c'était vraiment autre chose, donc j'ai pas voulu mélanger les choses. Je sais pas si vous me comprenez. Donc je l'ai lu en e-book. Ensuite, bah, j'ai continué en e-book parce que du coup, j'avais mon roman du Tour du Monde en livre. Ce mois-ci, c'était l'Angola pour le mois de juillet. Je l'avais déjà acheté en e-book il y a quelques semaines. Et du coup, je dis, bah, c'est le moment. J'ai ma liseuse, autant continuer. Donc là, le roman s'appelle Le Marchand de Passé, de l'auteur qui s'appelle José Eduardo Agualusa. C'est un auteur angolais. En Angola, il parle portugais. Et du coup, c'était traduit. Je parle pas portugais. Donc c'est un roman qui est sorti en 2014, qui est court, qui fait 140 pages. Pareil, j'avais pas choisi le nombre de pages, hein. Donc vous voyez que j'ai enchaîné des livres assez courts par hasard. Et il est sorti aux éditions Métayer sinon. Alors donc, dans ce petit roman, on est avec un bouquiniste qui est albinos, qui s'appelle Félix Ventura. Et il est un petit peu bizarre, enfin, on sait pas grand chose de lui, en tout cas on sait qu'il réécrit, qui réécrit le passé des gens. En fait, ça se passe après la révolution angolaise, après leur émancipation, leur indépendance. Et du coup, il y a des gens qui sont devenus assez riches, mais avec des passés assez troubles, qui ne sont pas forcément politiquement corrects et tout ça. Et du coup, ils vont voir ce bouquiniste et lui demandent de réécrire l'histoire, de leur inventer une généalogie qui est un petit peu plus noble en fait. Et du coup, voilà, c'est son travail en plus de vendre des livres, d'être bouquiniste, il fait ça. Et on a un autre personnage qui n'a pas de nom. Au début, on ne sait pas qui c'est. Au début, on pense que c'est un enfant. Enfin, en tout cas, j'ai pensé que c'était un enfant, mais c'était un peu bizarre. Et en fait, c'est un reptile. C'est un, je sais pas si on dit un gecko ou un gecko. On dit un gecko.
je sais pas. Et en fait, du coup, c'est un vrai personnage du roman et c'est assez alterné entre Félix et le Djeko. Mais du coup, on ne le sait pas à chaque fois. Alors, du coup, ça nous fait réfléchir. On se dit, bon, on est dans la tête de qui? On est dans la peau de qui? Parce que c'est un petit peu déroutant. Mais voilà, on a ces deux personnages-là qui vivent dans la même maison, du coup. Et le Djeko, il nous explique qu'en fait, il se rappelle de ses anciennes vies, qu'il en est à je ne sais plus combien de vies, du coup c'est assez drôle. Et en fait, on a une personne qui vient le voir, qui vient voir Félix Ventura pour... là, il veut pas juste qu'on lui réécrive son passé, il veut des faux papiers, des nouveaux papiers, tout ça. Puis Félix, il se méfie parce que c'est pas son rôle, il est pas faussaire. Mais comme il lui propose beaucoup d'argent, il finit par accepter. Et en fait, bah, il faut qu'il lui crée des faux papiers, mais il faut qu'il lui écrive une histoire. Et du coup, ce type, il revient très 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 souvent pour lui poser des questions, pour qu'il continue à inventer en fait l'histoire, pour qu'il s'imprègne vraiment de sa nouvelle identité. Et en même temps, Félix, il y a des femmes qui rôdent autour de lui. On ne sait pas s'il est en couple ou enfin quelle relation il entretient avec ces femmes-là. Mais il y en a une qui revient petit à petit et on comprend des choses par la suite. En fait, c'est vraiment à la toute fin du livre qu'on comprend les choses parce qu'au début, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Il y a une histoire, ouais, mais on ne sait pas s'il y a un but. Mais en fait, oui, il y a bien un but, mais on le sait vraiment qu'à la fin. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça nous apprend pas mal de choses quand même sur l'Angola. Enfin, pas beaucoup, mais sur une période de l'Angola, après voilà, leur indépendance, on apprend un petit peu, même le personnage en lui-même se livre un petit peu, Félix, on apprend un peu de choses sur lui, on apprend un petit peu aussi sur la végétation qu'il y a en Angola, enfin, franchement c'était assez sympa, c'était assez court et ça se lisait très très bien, donc je suis très contente de l'avoir lu, donc ça me fait valider un autre pays en Afrique. Ensuite, bah, j'étais toujours en vacances, et, enfin même si c'était juste un week-end enfin un long week-end de 6 jours. Du coup, j'ai enchaîné sur ma liseuse qui avait encore de la batterie et du coup, je me suis lancée dans La Mare au diable de George Sand. Vous savez que je suis toujours dans son autobiographie. Bon là, j'ai mis en pause depuis quelques mois, mais elle fait 800 pages, donc c'est assez long. Mais du coup, je dis, allez, je me lance dans un de ses romans. Alors, La Mare au diable, je me souviens que je l'ai déjà lu quand j'étais enfant. Je sais pas, je devais peut-être avoir 10, 11 ans, mais je n'en avais aucun souvenir. Ça fait partie des livres qu'il y avait chez moi quand j'étais enfant. En fait, on avait beaucoup de livres, mais qui n'étaient pas des livres jeunesse. Je crois qu'en livre jeunesse, je devais juste avoir un gros livre de contes, vous savez, les recueils de contes. Mais sinon, à la maison, bah, il y avait souvent beaucoup de livres adultes et beaucoup de classiques, bah, tous ceux que mes frères et sœurs avaient lus à l'école, sachant que j'étais la dernière de 8 enfants, donc il y avait beaucoup de classiques, et sinon c'était les énormes encyclopédies Universalis, Bordas, qui étaient en 20 ou 30 volumes, je sais plus, et du coup, bah, en général, je lisais soit des romans jeunesse qui venaient de l'école, que je pouvais emprunter, soit du CDI après quand j'étais au collège, mais pendant les grandes vacances, bah, du coup, en général, je me retrouvais avec pas grand-chose à lire, et du coup, je lisais les classiques que mes grands frères et grandes sœurs avaient lus avant moi. Et du coup, je me souviens d'avoir lu La Mare au diable, je me souviens de la couverture et tout ça, mais je me souvenais pas du tout de l'histoire. Donc là, c'est vraiment on peut dire que c'est une découverte parce que voilà, quand on n'a aucun souvenir, en plus, si j'avais 10 ans, 10, 11 ans, c'était il y a 30 ans presque, donc voilà, c'est normal de ne pas avoir de souvenirs. Donc là, en plus, on est bah, dans la campagne Berrichon, comme la plupart des romans de George Sand, et on est sur une romance. Je ne savais pas qu'elle avait écrit ce genre de livre, mais on est vraiment sur une romance. Au début, on ne sait pas trop ce qui va se passer, parce que les 2 premiers chapitres, elle nous parle voilà, du laboureur, des labours, bah ouais, ok, mais à part ça, et c'est en fait au 3e chapitre que ça commence, qu'elle nous parle de, bah, comment il s'appelle déjà? Germain, qui est justement le laboureur. Et en fait, il nous explique qu'il a perdu sa femme depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Et bah, du coup, il vit dans la ferme, enfin dans la métairie avec ses beaux-parents, avec ses 3 enfants, parce que du coup, ils sont orphelins de mère. Et bah, du coup, ces enfants, ce sont la grand-mère, la tante qui s'occupe d'eux, sauf que bah, la tante, elle attend un bébé, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, ses beaux-parents l'invitent à chercher une nouvelle femme, sauf que bah, lui, il est toujours dans le deuil de sa première femme, qu'il a adorée, dont il était très amoureux, il n'a pas envie de se remarier. Mais voilà, on l'oblige un petit peu à se remarier, on lui propose une femme en particulier qui est veuve aussi. Au début, il n'a pas envie, mais il se dit, bon, puisqu'on me le demande, je vais faire l'effort d'aller voir cette personne-là.
Et en fait, bah, ça se passe au 19e siècle, donc c'est pas je prends ma voiture et j'y vais. Non, ça, on y va à cheval ou à pied, et c'est loin, donc il faut préparer ça. Et en fait, il y avait une petite voisine aussi qui avait 16 ans, qui vivait toute seule avec sa mère, qui était très très pauvre, et du coup, elle devait être embauchée en tant que bergère dans une ferme pas loin de là où il allait. Donc la mère lui demande de l'emmener avec lui parce qu'elle voulait pas la laisser partir toute seule, c'est dangereux sur la route et tout ça. Donc il accepte bien sûr, c'est une jeune fille très gentille qu'il appréciait, donc voilà, il n'y avait pas de problème, donc il l'emmène. Et en fait, il va se passer des choses, je peux pas tout vous raconter, mais en fait, ils vont se perdre à un moment donné, ils vont se retrouver près d'une mare, bah justement la mare au diable, et il va se passer des choses. Et en fait, à partir de là, on est vraiment parti sur une romance, et c'était franchement très chouette, c'est très court, hein, il faisait que 114 pages, c'est presque carrément une nouvelle, mais franchement, je me suis beaucoup... je l'ai trouvé très intéressante parce que du coup, on nous décrit voilà, les us et coutumes de l'époque, euh, comment ça fonctionnait dans les familles, le chef de famille, voilà, les relations qu'il pouvait y avoir. Ce sont des personnages très sensés, très bienveillants, avec beaucoup de réflexion. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était apaisant, ouais, c'était apaisant, bienveillant, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et à la fin, l'épilogue se termine par un mariage, et du coup, il nous décrit les us et coutumes, comment se déroulait le mariage sur 3 jours dans le Berry du 19e siècle, avant l'arrivée des chemins de fer et tout ça. Et donc, c'est pratiquement les derniers mariages qui ont été faits de cette manière-là. Et je ne connaissais pas du tout, et franchement, j'ai beaucoup aimé, même si ça, il y a quelques petites choses quand même qui sont restées dans les mariages d'aujourd'hui, qui se passent dans le Berry. Mais franchement, j'ai trouvé ça très intéressant et je suis très contente de l'avoir enfin lu. Donc je ne sais pas quand je lirai le prochain George Sand, mais je vais continuer. J'ai pour objectif de les lire tous avant que je meure. Comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, ça serait bien que je les enchaîne quand même, que je ne laisse pas trop traîner, sachant que j'ai toujours son autobiographie aussi en cours à lire. Mais vu que dans son autobiographie, en fait, elle ne parle pas beaucoup d'elle, je me demande si je vais pas lire une biographie de George Sand écrite par quelqu'un d'autre en parallèle aussi. Je pense que je vais faire ça aussi. Voilà pour les livres qui étaient encore un e-book. Et après, j'ai commencé celui-ci parce que le dernier jour, j'ai pratiquement plus de batterie. Donc, je voulais pas recommencer un nouveau e-book. Du coup, j'ai commencé celui-ci que j'avais emmené avec moi, La Villa, et je n'ai lu que 20 pages. Alors, il était sympa, mais c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment. Vraiment, vous allez voir après ce que je suis en train de lire. Mais du coup, hier, j'ai pu finir Faites-les lire pour en finir avec Le Crétin digital de Michel Desmurger, qui est un essai. J'avais lu La fabrique du crétin digital l'année dernière, que j'avais trouvé assez indigeste. Il y avait beaucoup de chiffres, En fait, c'était plus un coup de gueule en fait contre les écrans. Et du coup, voilà, c'était intéressant, mais c'était pas agréable à lire. Et du coup, en réaction à son premier essai, il a écrit celui-ci, Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital, donc qui est un peu un recueil des solutions justement pour éviter que nos enfants deviennent des crétins digitaux. Et en fait, ça passe par la lecture, en tout cas pour lui. Donc du coup, voilà, on est vraiment sur la lecture pour inciter, en fait, dans ce livre, il nous dit pourquoi la lecture est importante pour nos enfants, et pour nous aussi, et comment essayer de leur donner de la lecture, ou en tout cas l'entretenir. Donc franchement, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Il y avait des chiffres aussi, mais beaucoup moins. Et je l'ai trouvé vachement plus pédagogue dans celui-ci. Et du coup, je vous conseille, si vous voulez découvrir ces essais, je suis pas sûre que le précédent soit indispensable. Si vous vous intéressez à la question, allez directement sur celui-ci, ce sera largement suffisant. Et franchement, il était très intéressant. Je ne peux pas vous en faire un résumé parce que ça serait trop long. Même sur Babelio, j'ai enregistré peut-être 2-3 citations, mais je ne pouvais pas tout mettre parce que souvent, c'est des paragraphes entiers qu'il faut mettre pour comprendre vraiment le message derrière. Mais franchement, il était très intéressant. Je voulais en faire une vidéo pour mon autre chaîne, mais vu qu'on est en plein été, honnêtement, je pense pas avoir le temps. Il aurait fallu que je mette des post-it et tout, mais j'ai pas pensé. Donc voilà, un livre encore de terminé.
Et enfin, hier soir, j'ai commencé Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans... c'est dans lequel? Ah oui, c'est dans celui-ci. Dans celui-ci, il nous fait... il y a des références à certains auteurs, notamment celui-ci, mais aussi à celui-ci, et aussi à 1984, vous voyez un petit peu le genre. Et du coup, j'avais déjà très envie de les lire, et en fait, celui-ci, je l'avais déjà réservé à la médiathèque, avant d'en arriver là, dans celui-ci. Donc, hier soir, j'ai commencé celui-ci, donc comment vous expliquer ça? Est-ce qu'il y a un résumé? Non, je peux pas vous lire parce que j'en suis même pas encore... Je suis en train de me spoiler moi-même d'ailleurs. Mais en tout cas, je sais qu'il a été adapté au cinéma. Je n'ai pas vu l'adaptation. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'en entends parler et j'avais très envie de le lire. Bon, il est assez court. Hein. Il fait 190 pages. Donc, voilà, ça va être assez vite lu, je pense. J'en suis à 48 pages. Au début, en fait, de toute façon, je peux pas vous parler de la fin, je l'ai pas fini. Je peux vous parler que de ce que j'ai lu. Donc, on est avec un homme qui s'appelle Morgan. Non, pas Morgan. Montag, comme le lundi en allemand. C'est son nom de famille. Et il est pompier. Et en fait, dans ce monde-là, on ne sait pas quand est-ce qu'on est, mais j'imagine qu'on est dans le futur. Dans ce monde-là, les pompiers n'éteignent pas le feu. Ils mettent le feu aux maisons qui contiennent des livres. Donc, on n'en conclut que la lecture est interdite et les livres sont interdits. Comment on en est arrivé là, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va le découvrir après. Mais en tout cas, c'est ça. Et en fait, sur un soir où il rentre chez lui, il rencontre une jeune fille qui a 17 ans dans le même quartier que lui, qui lui parle. Elle a l'air assez bizarre, enfin bizarre pour les gens de son époque, comme le pompier. Nous, elle nous paraîtrait totalement normale, mais pour lui, elle est bizarre parce que elle est contemplative, elle regarde le ciel, elle sort sous la pluie, voilà, elle pose des questions. Donc pour lui, ça lui paraît bizarre, mais en fait, c'est juste une personne normale. Et en fait, elle lui pose des questions sur son métier, elle lui révèle que apparemment avant les pompiers éteignaient le feu, qu'ils mettaient pas le feu, et du coup il la renvoie à la balader en disant non, c'est pas vrai, les maisons ont toujours été inufigées. Non, comment on dit? Quand elles ne peuvent plus prendre feu. Si, c'est ça? Inufigées? Je sais plus. Je vous mettrai le terme, j'aurais pas le... C'est pas pareil quand on le dit et quand on le lit. Voilà. Donc, voilà, on sent qu'il cache quelque chose parce qu'à un moment, il rentre dans sa maison et il y a une grille de ventilation et apparemment, il y a quelque chose qui est caché derrière, mais on ne sait pas quoi. Bon, là, maintenant que j'ai lu la 4e de couverture, je comprends. Mais du coup, voilà, donc visiblement, il va y avoir une ambiance assez pesante, je pense, dans l'histoire. Mais j'ai hâte de continuer. Après la vidéo, je vais aller me mettre dehors et le continuer. Et sinon, dans les livres que je vais sûrement lire... dans les prochains jours ou prochaines semaines. Là, il nous reste à peu près 2 semaines avant qu'on parte vraiment en vacances. Et du coup, il faut que je lise en priorité les livres de la médiathèque. Parce qu'après, en plus, ça ferme 2 semaines. Les 2 semaines où on part nous aussi. Finalement, je pense que le Michel Bussy, je vais pas le lire parce qu'en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Vous voyez, je suis en train de lire celui-ci, Fahrenheit 451. Je viens de m'acheter Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc j'ai vraiment très envie de lire ça. J'ai très envie de lire aussi Les raisins de la colère de John Steinbeck. Donc franchement, je suis pas du tout sur du Michel Bussy. Je sais pas, là j'ai pas envie. Donc je verrai si je le lis ou pas. Mais en tout cas, avant qu'on reparte en vacances, il faut que je lise les livres de la médiathèque en priorité. J'ai aussi Sophie Astravi. Parce que c'est des livres qui sont... Enfin, quand là on va partir en vacances, il y aura le sable, il y aura l'eau de mer, il y aura l'eau de la piscine, donc je ne veux pas abîmer les livres de la médiathèque. Donc il faut que je les lise avant qu'on parte. Celui-ci, c'est juste parce que j'ai très envie. Et après, sinon, je me suis aussi acheté des livres. Cette semaine, je vous ai montré celui-ci. Mais j'ai aussi pris celui-ci parce qu'en fait, j'ai acheté un livre à mon fils. Et sur la même boutique, sur Vinted, il y avait celui-ci. Je me dis, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Guillaume Musso. Et celui-ci, la couverture et le titre me disaient bien. Donc voilà, je me dis, pourquoi pas. Alors c'est un grand format.
Au début je dis il est gros, mais en fait non, c'est juste que c'est un gros format, écriture grosse, papier épais, parce que finalement il fait que 330 pages, donc c'est pas énorme en fait. Ça fait une grosse différence quand on passe d'un poche à... parce que voilà, celui-là il fait 300 pages, il y a la différence, enfin, c'est énorme par rapport aux poches quoi, vraiment énorme. Mais bon, il me dit bien, donc voilà, il y a peut-être ça que je vais lire aussi. Mais finalement, je vous ai parlé de ma pile à lire prioritaire et j'ai toujours pas commencé, à part que j'ai sorti celui-ci. Voilà, j'ai lu un chapitre ou deux, je sais pas, j'ai lu 24 pages. Donc on peut pas dire que j'ai beaucoup avancé, mais en tout cas, je lis ce qui me fait plaisir au moment où ça me fait plaisir et c'est le principal, vraiment. Et après, bah, quand on va partir en vacances, je pense que je vais emmener ma liseuse comme d'habitude. Cette fois, il faudra que je pense à emmener le câble de chargement parce que c'est pas le même que celui de mon téléphone ni ceux des enfants, donc il faut que je pense à le prendre. Mais je prendrai aussi des livres en papier, mais peut-être ceux qui craignent le moins. Par exemple, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, il est déjà tout gondolé, je l'ai reçu comme ça, donc je n'ai aucun scrupule à l'emmener à la plage ou à la piscine, donc c'est pour ça que je l'avais emmené. Mais il faudrait que j'en choisisse d'autres. Mais pour ça, bon, on verra en temps voulu, hein, on n'y est pas encore. Il me reste 2 semaines où je peux lire tranquillement ce que je veux, quand je veux. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous faites des bonnes lectures de votre côté. On se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Je ne sais pas encore, ça va dépendre de ce que je lis ces prochains jours. Et en tout cas, voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt. À très bientôt.